Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quels sont leurs succès? Quels sont leurs échecs? Par quoi sont-ils passés? Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le grand plaisir de vous faire découvrir mon invité du jour, Anne-Sophie Nourry. Maître Nourry est avocate associée au sein du cabinet Weil Gotshal. Elle a pris la tête du département restructuring avec l'un de ses associés et développe ce département depuis maintenant 2 ans. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir cette interview formidable avec Maître Anne-Sophie Nourry. Avant que ce nouvel épisode ne commence, je voulais vous parler des 2 nouvelles formations dispensées par la société Anomia. La première, la formation Boost, dédiée aux avocats individuels et aux collaborateurs. Et la deuxième, la formation Business Partner, dédiée aux avocats associés de cabinets d'affaires. Ces 2 formations uniques ont pour objectif de vous permettre de développer vos compétences business nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat. Elles vous permettront de trouver des méthodes applicables, pratiques et concrètes pour développer au mieux votre activité. Vous pouvez les découvrir sur www.anomia.fr. Eh bien écoutez, bonjour Anne-Sophie Nourry. Je suis ravi que vous me receviez aujourd'hui dans votre cabinet d'avocat, ou plutôt le cabinet d'avocat dans lequel vous êtes associé, dans lequel vous dirigez le département restructuring, avec un autre associé dont vous nous parlerez bien sûr tout à l'heure, dans le cabinet Weil Gotshal. Weil Gotshal. J'ai beaucoup de mal avec la prononciation, je suis très mauvais en anglais. Mais en tout cas, je vous souhaite le bonjour. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Bonjour Anne-Sophie Nourry. Alors aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de moi. J'ai fait une digression sur l'introduction comme je le fais à chaque fois et c'est une catastrophe. Mais je pense que les gens vont en avoir marre de m'entendre raconter mes bêtises. Mais on est là pour parler de vous aujourd'hui, donc je vais m'effacer et je vais vous demander qui était Anne-Sophie Nourry avant de devenir avocate. Waouh. Non, wild. C'est wild. Qui j'étais avant de devenir avocate? Bon, rien de particulier. Hein. Une jeune fille de province dans une famille un peu bourgeoise qui a toujours eu envie de monter à la capitale. Donc absolument rien de particulier. Voilà, une bonne élève. Polarde, comme diraient nos amis, nos camarades HEC, enfin voilà, rien de particulier. Et pourquoi avocat? Quand est-ce que la passion du métier, ou en tout cas l'envie de rejoindre la profession, vous gagne? Alors, en fait, rétrospectivement, je pense que j'ai voulu devenir avocate depuis très jeune, depuis adolescente, parce que j'avais un esprit un peu scientifique. Alors le droit, en théorie, est totalement scientifique. En pratique, on s'aperçoit bien que c'est aussi une question de jugement. Mais c'est très cliché ce que je vais dire, mais vraiment l'envie de justice et de vérité. Donc voilà, ce métier-là me semblait atteindre mes objectifs de justice, de vérité et de caractère un peu scientifique, quoi. Très clair. Et votre parcours? Mon parcours, alors, donc je suis montée à la capitale quand j'avais 17 ans. Après, j'ai fait une prépa HEC dans un lycée Henri IV et après j'ai fait HEC pendant 4 ans. J'avoue que le gap entre prépa d'une part et HEC d'autre part était trop important pour moi et passé de peut-être très scolaire à très pratique quand on n'a pas du tout d'expérience professionnelle. Franchement, c'est compliqué intellectuellement. Donc j'ai fait du droit pour m'occuper intellectuellement. Donc au départ, sans forcément penser que ça se convertirait en une carrière d'avocat. Ça m'a plu. J'ai fait un stage chez Gide qui m'a énormément plu et c'est pour ça que j'ai décidé de devenir avocate. Voilà. Très clair. Donc un parcours très académique, très polarde, de bout en bout. Non mais c'est plutôt sympa parce qu'il y a très peu d'avocats quand même qui ont fait des parcours HEC Grande École. Ouais. Et je crois qu'il y en a à peu près 300 si je raconte pas de bêtises. Mais c'est assez rare par rapport au cursus classique qu'on peut connaître des avocats qui font la faculté de droit à l'école d'avocat et qui entrent en tant que collab puis qui gravissent la gestion pour enfin devenir associés. Et donc du coup, est-ce que, je ne sais pas si vous avez un retour par rapport à ça, mais est-ce que vous voyez déjà une différence de vision ou une différence de façon de travailler entre quelqu'un qui aurait fait une faculté de droit
puis devenir avocat, et quelqu'un qui a fait une école de commerce, puis devenir avocat? Alors, évidemment, comme dans tout, il y a du bon et du moins, enfin, de chaque côté de la table. Je pense que l'avantage pour moi d'avoir fait HEC dans ma matière, qui est le restructuring, il faut comprendre ce que nous disent nos clients. Est-ce que j'ai un impact BFR? Quel est mon EBITDA? Enfin, qu'on n'aille pas googliser pour savoir ce que ça veut dire EBITDA. Le BE. Ou le BE, tout ça, voilà. Donc de comprendre le langage des clients. Parce que dans mon métier, c'est d'abord l'économique, le financier, et puis ensuite le droit pour servir ce financier et cet économique. Donc dans mon métier, c'est vraiment hyper important d'avoir cet apprentissage, on va dire, plus financier. Ensuite, plus généralement dans le métier d'avocat, le fait de ne pas parler un langage d'expert, le fait peut-être d'être moins précis peut-être que des juristes de pure souche, mais d'avoir peut-être un peu plus de recul, ça permet aussi de parler un langage que nos clients comprennent et de se mettre à la portée de nos clients pour leur apporter de la vraie valeur ajoutée plutôt qu'un conseil purement technique qu'ils prendront, dont ils ne sauront pas quoi faire et qui en réalité ne servira à rien. Donc plutôt, on se positionne comme un business partner où on va accompagner le client avec son entreprise plutôt comme un simple support ou un conseil technique pour être présent à un moment clé où il a besoin de savoir s'il peut faire ou pas faire et comment faire ou comment pas faire. Exactement. Dans mon métier, encore une fois, c'est pas le client ne vient pas nous voir en disant j'ai un deal commercial, merci de sortir votre contrat, vous avez une semaine, vous travaillez jour et nuit, et puis voilà, on ne se revoit plus. Dans mon métier, on a des gens qui sont perdus, qui ne sont pas du tout dans des zones connues, qui se sentent en échec, même si c'est pas forcément, même si c'est pas le cas. Mais en tout cas, voilà, il y a toute la culture française qui va avec, et donc ils ont effectivement besoin de ce fameux business partner qui va les guider, qui va leur permettre de prendre les bonnes décisions. Et à nouveau, j'ai pas un métier où on a besoin. Alors évidemment, en fait, la condition sine qua non, c'est de savoir le droit, et ensuite c'est de savoir l'expliquer, de savoir le mettre en œuvre dans nos dossiers. Voilà. Très clair. La réponse me convient parfaitement. J'en suis très content. Tant mieux. Et du coup, alors vous faites votre premier stage chez Gide qui vous plaît particulièrement, vous décidez de devenir avocate. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours, votre cursus finalement professionnel après ce stage chez Gide? Et après, on reviendra sur un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est comment vous expliquez le restructuring, parce que je vous ai eu au téléphone avant de venir vous voir. Moi, j'ai trouvé ça fascinant, la façon dont vous vulgarisez la matière tout en enlevant aucune once de technique. Et ça, je dois apprécier parce qu'on parle souvent de vulgarisation, mais moi, j'aime pas la vulgarisation. Je trouve qu'une forme d'intelligence, c'est de raconter des choses complexes de façon simple en enlevant aucune des subtilités de son métier. Et je pense que vous avez cette qualité. Vous connaissez l'adage, hein, ce qui se conçoit clairement s'énonce clairement. Ça, c'est évidemment la règle clé. Alors, pourquoi j'en suis venue au restructuring? À nouveau, en bonne vieille polarde. J'ai fait ma prépa, j'ai fait HEC et puis après j'ai dévié. Le restructuring, c'est par hasard parce qu'en fait, alors maintenant ça a un peu changé parce qu'il y a des cours de restructuring dans différentes écoles et notamment HEC, mais ce n'était pas le cas à mon époque. Je suis tombée sur cette matière par hasard parce qu'au départ j'avais plutôt une formation M&A et j'ai commencé chez Gide en M&A et puis chez Linklaters en M&A. Et en fait, chez Linklaters, ils ont ce système c'est pas pour faire leur promotion, mais ils ont ce système de cycle où en fait vous faites 6 mois dans un département, 6 mois dans un autre. Et en fait, j'ai fait du restructuring vraiment par hasard parce que l'équipe venait de se constituer à ce moment-là. Et justement, ce que j'ai aimé, c'est le côté très pratique. Il y a aussi vraiment cette sensation de faire quelque chose qui nous dépasse un peu parce que le fait de pouvoir aider une boîte à s'en sortir, c'est de pouvoir aider des gens à garder leur job. Il y a quelque chose d'un peu plus grand qui nous dépasse, et donc ça c'est humainement satisfaisant de pouvoir contribuer à quelque chose de positif
qui n'est pas que j'ai gagné 100 ou finalement vous m'avez permis de gagner 150. Là, on a contribué à sauver une entreprise. Donc voilà. Très clair. Et donc, vous découvrez finalement le restructuring chez Linklaters par hasard, donc dans votre site de 6 mois. Comment ça se passe derrière? Est-ce que vous décidez finalement de rester en restructuring? Est-ce que vous retournez en M&A et que c'est uniquement par la suite que vous ferez du restructuring? C'est comment? Est-ce que c'est aussi une aventure humaine ou plutôt une aventure uniquement de matière? Ah non, c'est une aventure humaine. Une fois que j'ai touché au restructuring, j'ai plus voulu en sortir. Donc après Linklaters, je suis assez rapidement partie. Je suis allée chez Weil pendant 8 ans. Voilà. Je ne peux pas dire plus que je suis fan de mon cabinet, au-delà de la marque, tout ça. C'est vraiment une aventure humaine parce que c'est des gens que j'estime énormément. Le fait et pour l'avoir vécu dans une autre expérience que je ne citerai pas, mais où vous sentez que vous êtes plus dans un train-train, que vous appliquez purement et simplement votre savoir, là, c'est pas du tout ça, parce qu'il y a des gens ici qui sont extrêmement riches, extrêmement brillants, et auprès desquels on apprend énormément, et j'espère réciproquement. Donc voilà, c'est une aventure humaine parce que c'est le restructuring, parce que c'est une matière à nouveau qui nous dépasse un peu, parce que c'est une matière qui est transversale. Vous faites un peu de droit du travail, évidemment vous laissez ça aux experts, mais vous avez un vernis. Vous faites du droit du financement, vous faites du M&A, vous faites, en fonction des entreprises, vous pouvez faire du droit public. Évidemment après, en jouant avec les experts sur chacune de ces matières, vous ne vous mettez pas à faire tout et n'importe quoi, je ne fais pas de divorce, hein. Mais vous devez nécessairement, pour accompagner vos clients dans ces situations-là, comprendre ce que disent chacun des experts, le cas échéant pour le traduire en des termes simples. Voilà, vous l'avez compris, moi j'adore mon métier et j'aime beaucoup Weil, à nouveau pour les gens qui le composent, qui est vraiment le souci d'excellence et vous avez compris aussi le côté un peu polar, hein, ça voilà. Et puis le souci aussi le travail d'équipe qui est essentiel. Donc j'ai oublié votre question, mais en gros, est-ce que j'ai fait du restructuring? À partir du moment où j'y ai goûté, je n'en suis pas sortie. J'ai eu après la grande chance de travailler aussi chez BDGS pour créer la pratique restructuring, qui m'a permis de prendre mon envol. C'est fondamental quand on veut passer au stade du dessus et que l'on veut devenir associé. De se remonter les manches, d'essayer d'avoir des clients. Alors on apprend sur le tas, d'aller chercher son beefsteak et d'expliquer aux autres pourquoi on est différent, pourquoi on apporte quelque chose que d'autres n'apportent pas. Donc cette expérience-là chez BDGS, c'est ce que ça m'a appris, vraiment de savoir créer une pratique, la développer, recruter des gens et faire ma place dans ce marché-là. Et après, au bout de 2 ans et demi, je suis retournée chez Weil, donc il y a 2 ans maintenant, pour recréer ou remonter la pratique restructuring de Weil avec mon associé Jean-Dominique, que je connais depuis plus de 15 ans maintenant. Et alors, pourquoi vous avez eu cette coupure finalement avec Weil, dire 8 ans, 2 ans de break chez BDGS et on revient derrière chez Weil? Pourquoi? Parce que je voulais devenir associée. Okay. En fait, c'est quand on est collaborateur, grandir au fur et à mesure et ensuite devenir associé, c'est quelque part l'image d'Épinal, l'image quelque part la plus naturelle. Ceci étant, quand on a un objectif qui est de devenir associé, au-delà de la position qui n'est pas ça l'objectif, mais c'est d'être autonome, d'être indépendant, de construire son activité, d'être libre, et que pour plein de raisons, ça n'est pas possible. Dans ces cas-là, il faut faire un choix. Il faut effectivement essayer d'accepter le principe de se séparer de gens qu'on aime bien, qu'on estime, pour prendre son envol et à nouveau pour être libre. Et après, pourquoi je suis revenue? L'opportunité s'est créée. Donc ça me permettait à la fois d'être libre, d'être associée et à la fois de rejoindre des gens que j'appréciais beaucoup. Donc
voilà, tant pour des raisons strictement professionnelles que pour des raisons humaines, c'était le choix le plus naturel pour moi. Très clair. Il y a beaucoup de collaborateurs qui deviennent associés, des jeunes associés, qui disent que lorsqu'ils ont fait un chemin qui est similaire au vôtre, ils reviennent dans leur cabinet d'avocat, ils ne sont plus traités comme finalement les anciens collaborateurs devenus associés. Est-ce que vous avez aussi ressenti ça, un petit peu pas un lien de subordination, mais en tout cas, on dit souvent que les vieilles habitudes ont la vie dure, et lorsqu'un associé était là et que vous étiez son collaborateur, il avait tendance à vous traiter d'une certaine façon. Lorsque vous devenez associé et que c'est cette personne-là qui vous a coopté, il continue à se comporter un peu de la même façon, et justement cette rupture en partant dans un autre cabinet d'avocat avant de devenir associé permettait de rompre ça. Est-ce que vous l'avez senti ou pas du tout? C'est totalement exact. C'est totalement exact. Alors après, c'est un choix aussi à faire de se séparer des gens. Alors c'est pas forcément obligatoire, hein, ça marche. Mais en tout cas, pour moi, ça s'imposait. Effectivement, le fait de pouvoir expliquer, ou quelque part ça s'explique même pas, c'est naturel, de dire je suis partie, je sais, c'est mon associé qui me disait ça justement quand j'étais jeune collaboratrice, il faut être une tortue et pouvoir porter sa maison sur son dos. Le fait de pouvoir dire je suis libre, je peux créer, enfin voilà, et je suis capable. Et j'ai pas peur de l'inconnu. Le fait de revenir effectivement avec cette expérience-là, ça s'explique pas, ça se dit pas. Mais effectivement, de fait, on revient pas du tout avec la même position que quelqu'un qui a grandi et qui devient associé parce que vos associés seniors ne vous voient pas forcément grandir. Alors même s'ils reconnaissent votre talent, votre capacité à transformer en vous faisant associé, il n'y a pas de hasard à ça. Néanmoins, c'est sûr que le positionnement entre un associé junior et un associé senior n'est pas du tout le même que quand on a pris son envol, sa liberté, et qu'on revient effectivement en expliquant très clairement qu'on est libre. Très clair. Et en parlant de l'association chez Weil, c'est quoi un peu le partner track? Quelles sont les conditions nécessaires ou objectivement nécessaires pour devenir associé dans ce cabinet? Ah, si j'avais la clé. Alors, c'est comme dans tout dans la vie, il y a une partie objective et objective de qualité technique. Qui est le fondement, hein, évidemment. Enfin, les gens ici, quel que soit leur stade, ils sont quand même très techniques et très, très performants. Mais c'est évidemment une condition sine qua non. Il y a la capacité aussi d'attirer des clients. Ça, c'est en deuxième position, du coup, pas en première position. Disons que la première qualité technique, c'est la condition sine qua non. Ok. La seconde, mais qui permet aussi de transformer, c'est le fait d'être capable d'aller chercher des clients ou de les fidéliser ou les deux. C'est quelque chose qui démarque une personne par rapport à d'autres parce que tout le monde n'est pas capable de faire ça. Et la raison pour laquelle on n'est pas forcément capable de faire ça, c'est aussi une question de personnalité. Quand on fait ce métier, on est quand même avant tout des techniciens. On n'apprend nulle part à comment développer sa clientèle. Donc le fait d'avoir ce talent-là, malheureusement, c'est quelque chose qu'on porte en soi. Et c'est certainement pas quelque chose qui, à gauche et de la tête, vous n'êtes pas d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Mais allez-y, je vous écoute. En tout cas, oui, alors ça s'apprend, mais ça s'apprend. Mais après, vous avez des personnalités qui sont hyper techniques et qui n'arriveront jamais à dépasser ce stade du technicien, alors qui est parfait dans sa tour d'ivoire, mais en réalité, ils n'apportent pas forcément de valeur ajoutée à leurs clients ou de jugement à leurs clients. Et c'est quand même si on l'apprend au contact des autres, c'est pas forcément quelque chose en tout cas, c'est quelque chose qui peut démarquer les gens, très clairement. Bien sûr. Après, donc ça, c'est la partie, on va dire, objective. Peut-être l'autre critère aussi, c'est une question de marché. En fonction de le marché sur lequel vous vous positionnez, il y a des marchés qui sont booming. Vous avez bien vu le turnover qu'il y a eu des avocats restructuring sur les 2 dernières années. C'était les chaises musicales.
Donc c'était les chaises musicales. Donc tout le monde s'est préparé à, on verra si ça se concrétise ou pas, mais c'est préparé à une modification du contexte macroéconomique quand même qui aille dans le sens de restructuration assez profonde dans les mois ou années à venir. Est-ce que ça se concrétisera? Je ne sais pas. Beaucoup annonçaient que 2021 ce serait l'enfer s'ouvrirait sous nos pieds. Bon, la preuve en est, c'est qu'au contraire, y a peu de restructuring, en tout cas statistiquement. Donc on verra. Mais en tout cas, voilà, ce facteur marché-là, il est objectif et à la fois il nous dépasse un peu. Voilà. Mais voilà. Et ensuite, il y a des facteurs quelque part qui échappent un peu à la personne et qui sont des facteurs de quel est le positionnement. Nous, on est un cabinet international, hein, donc ce n'est pas Paris qui décide tout seul des gens qui vont devenir partenaires. C'est une discussion globale en fonction de la performance globale du cabinet. Et ça, alors c'est à la fois un facteur objectif, mais c'est un facteur sur lequel la personne n'a aucune prise. Hein. Donc ça veut dire qu'en fait, quand on est associé chez Weil, on n'est pas seulement associé au sein du bureau de Paris, mais on est associé global de chez Weil Gotshal. C'est exact. Après, il y a différents stades de partnership, mais in fine, c'est sûr que le stade ultime, c'est un associé, on est associé global en fonction de la performance globale du cabinet. Et vous me parlez tout à l'heure de liberté en disant que vous vouliez devenir associé, non pas forcément pour le statut ou plutôt pour la fonction, mais surtout pour la liberté. Et là, vous m'expliquez finalement que lorsqu'on veut nommer ou en tout cas coopter un associé au sein de ce cabinet, il est nécessaire d'avoir un accord unanime ou en tout cas majoritaire au sein de l'intégralité des cabinets, et vous n'êtes pas un cabinet par définition français. Donc est-ce que les autres pays ont plus de poids que vous, ou comment ça se passe en termes de répartition? Parce que j'ai du mal à comprendre en fait, pas pour vous contredire ou quoi que ce soit, comment on peut être libre quand on n'est pas maître de son destin? Pardon, la liberté, on ne va pas rentrer dans des débats philosophiques. Surtout que je perdrais face à vous. Non, mais la liberté, elle n'est jamais absolue. On vit en société, et on est associé, quelle que soit la structure. Par nature, il y a plein de choses qui nous échappent, qui doivent faire l'objet de discussions, qui font l'objet de critères dont on n'a pas la totale maîtrise. Ce que j'entends par liberté, c'est qu'il y a un moment, si au stade de sa carrière, ça ne marche pas, on n'y arrive pas, parce qu'à nouveau, il y a des choses des éléments, des facteurs qui nous dépassent, la liberté, c'est de dire, ce critère-là, il me dépasse, j'arriverai pas à le satisfaire, donc je vais ailleurs. C'est ça les libertés. C'est pas être loqué quelque part. Non, c'est ça, on n'est pas loqué quelque part. Et après, effectivement, comme toute entreprise, c'est une décision qui est collective, avec un poids effectivement plus ou moins pondéré en fonction des personnes. C'est sûr que celui qui rapporte 50 millions de chiffre d'affaires, il a plus de poids que celui qui en rapporte 2. Mais c'est comme partout, c'est le principe même de la vie économique. Mais effectivement, le principe de liberté, c'est de se dire si ça ne marche pas, si ça ne va pas, je m'en vais. Très bien. Et je vous embête une dernière fois avec une question sur Weil, après on va passer à votre matière parce que je suis vraiment pressé. Allez-y, je pourrais en faire des heures, donc pas de problème. En termes de système de rémunération, je crois savoir, mais vous m'expliquerez si je me trompe. Oula, vous avez des questions. On travaille un petit peu quand même de notre côté. En termes de système de rémunération, vous fonctionnez comment chez Weil Gotshal? Ouais. Alors, vous avez, on va dire schématiquement. Ouais. C'est très très schématique parce qu'après, chaque cabinet a son curseur qui est un peu différent. Mais vous avez schématiquement le cabinet anglais qui va raisonner en lockstep, c'est-à-dire que vous pouvez rapporter 50 millions ou 2 millions en fonction de votre seniorité. Tous les partenaires de la même seniorité gagnent la même chose, ont le même nombre de points et donc gagnent la même chose. Ça, c'est un système ultra collectif. L'objectif poursuivi étant de dire que ce n'est pas en fonction de ce que rapporte chacun, ça lui revient directement dans sa poche. Donc ça a pour objectif de favoriser la collectivité, le partage.
Bon, évidemment, la limite de ça, c'est que même si ça reste une société, une entreprise, ceux qui rapportent 50 millions et qui en gagnent comme les autres qui en rapportent 2, évidemment, à un moment, ça peut fatiguer un peu. Et il y a le système inverse qui est le Eat What You Kill, où vous gagnez proportionnellement à ce que vous facturez. Bon. Qui est à l'inverse un système qui favorise l'individualité et donc l'absence totale de partage, où on arrive à des situations absurdes où les gens se bagarrent pour savoir qui est le billing partner, qui est celui qui a passé le premier coup de fil. The Rainmaker. Non, mais, et ça, je le vois bien ici, c'est un travail qui est collectif, parce qu'il y a celui qui va repérer la situation, il y a celui qui connaît telle ou telle personne qui vont pouvoir activer ou qui vont pouvoir permettre de mettre en relation, dire qu'il y a une personne qui a permis d'avoir le dossier, ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare. Nous, globalement, parce que je n'irai pas dans les détails, mais globalement, c'est en fonction de la production des associés. Donc, que vous soyez le billing partner ou celui qui a produit, c'est le curseur, il est plus vers celui qui a produit, parce que in fine, c'est quand même celui-là qui a permis au dossier, de sortir. Et puis en produisant, c'est aussi celui qui créera la relation avec le client. Donc ça, peut-être que la première fois, ce n'était pas le billing partner, mais la fois d'après, c'est celui qui a produit, c'est celui qui a eu la relation avec le client, donc il pourra avoir le dossier la fois suivante. Ou qui aura rencontré les bons interlocuteurs sur le dossier qui lui donneront d'autres opportunités. Donc nous, ça on est veut dire vraiment production. que ce que vous me disiez tout à l'heure par rapport aux critères de technicité, c'est vraiment le critère numéro 1. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Il y a un focus très fort chez nous sur effectivement la performance, l'excellence. Très clair. Et est-ce que ça pose pas de difficulté pour les collaborateurs ou les counsels ici qui voudraient potentiellement apporter de la clientèle au cabinet d'avocats ? Alors ça, c'est une question récurrente, mais tout est question de est-ce que je pense au court terme ou au long terme. Le court terme, c'est de dire j'ai apporté quelque chose, donc je veux en recevoir les fruits immédiatement, avoir un bonus en plus, avoir un pourcentage en plus. C'est pas comme ça qu'on raisonne. C'est pas parce que on apporte un client au cabinet qu'on va le perdre, et au contraire, si on a été à l'origine de la relation, on peut imaginer que la relation va perdurer. Donc quelque part, pour le business case qu'on présentera en tant qu'associé, c'est évidemment quelque chose de très favorable, parce que ça montre d'ores et déjà, avant même de devenir partenaire, qu'on l'est déjà, et qui est l'objectif qui est poursuivi. C'est pour moi, on ne devient pas partenaire une fois qu'on a le titre, on l'est déjà en germe préalablement. Donc à court terme, on pourrait se dire moi j'ai apporté, donc je veux en récolter les fruits. Non, c'est à nouveau pas comme ça qu'on raisonne, mais à long terme, le fait de démontrer sa capacité à générer de la clientèle et évidemment permet de démontrer sa capacité à devenir associé. Et le cas échéant, si on n'est pas associé dans un cabinet dans lequel on grandit, c'est de dire moi j'ai déjà ma clientèle, donc à nouveau moi je suis la petite tortue avec ma maison sur mon dos, et si j'arrive pas à poser ma maison ici, j'arriverai à la poser ailleurs. C'est à nouveau le concept même de la liberté. Très clair, parfait. On va passer maintenant sur votre matière. Anne-Sophie Nourry, est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qu'est selon vous le restructuring ? Ce qu'est le restructuring, c'est une entreprise ou le cas échéant un investisseur qui vient nous voir, qui dit soit j'ai un problème immédiat de liquidité, soit j'ai un problème... pour être plus... il y a deux sujets, deux origines de problèmes. Soit j'ai une problématique de haut de bilan, c'est-à-dire que j'ai un bilan qui est... j'ai une dette qui est trop importante par rapport à ma performance actuelle ou future. Soit j'ai un problème de bas de bilan, donc j'ai un problème de PNL. Et évidemment, si j'ai un problème de haut de bilan, c'est en amont des difficultés. Soit j'ai un problème de bas de bilan, et là pour le coup, j'ai potentiellement un problème de liquidité à brève échéance. Donc notre métier, en fonction du diagnostic qui est le point clé sur lequel il faut passer du temps, nous on va proposer des outils, soit pour permettre de régler cette problématique de haut de bilan,
et désendetté. Est-ce que c'est via l'injection d'equity? Est-ce que c'est via un changement de contrôle de l'entreprise au profit des créanciers, qui dépend aussi de la nature des créanciers? Ou est-ce que j'ai un problème de liquidité, auquel cas on arrive effectivement à un stade plus... on est plus dans l'urgence, et auquel cas il faut des outils pour traiter l'urgence, régler d'abord l'urgence et donc régler les problèmes de liquidité, et ensuite on réaménage peut-être plus globalement le bilan. Voilà, donc le restructuring, c'est en fonction de la nature de difficulté haut de bilan ou bas de bilan, proposer les bons outils qui permettent de traiter l'un ou l'autre, ou les deux, de ces problèmes-là. Très clair. Et donc aujourd'hui, chez Weil, est-ce que vous avez des équipes qui sont plutôt spécialisées sur le haut de bilan et des équipes qui sont plutôt spécialisées sur le bas, ou finalement, indépendamment des difficultés, vous savez tous gérer ces situations-là et vous avez tous, entre guillemets, cette spécialité? Alors, pour être un bon avocat de restructuring, il faut marcher sur ses deux jambes. C'est-à-dire que quand vous êtes en amiable, vous raisonnez toujours pour déterminer qu'est-ce qui se passerait si j'étais en procédure collective, et en fonction de la nature de la procédure collective, est-ce que j'ai plutôt intérêt à aller en amiable ou plutôt intérêt à aller en procédure collective? Et ça dépend aussi de la nature des difficultés, c'est sûr, mais ça dépend aussi des parties qui sont autour de la table pour déterminer les leviers des uns et des autres. Donc pour être un bon avocat de haut de bilan, il faut savoir comment ça fonctionne en bas de bilan. Et à l'inverse, quand une entreprise vient vous voir avec une problématique de liquidité, il faut déterminer si c'est la procédure collective qui est l'outil le plus adapté, ou si au contraire l'amiable permettra de régler le problème et d'éviter de précipiter les difficultés. Parce que la procédure collective, ce n'est pas non plus la panacée, elle est publique. Donc évidemment, elle accentue les difficultés avec les clients qui ont moins confiance, elle accentue la difficulté avec les fournisseurs qui vous demandent de payer comptant. Donc pour être un bon avocat, il faut marcher à nouveau sur ses deux jambes et donc connaître les deux pour conseiller l'outil le plus approprié. Après évidemment, donc nous on demande aux gens de faire de tout. Pour savoir faire de tout et pour savoir conseiller au mieux nos clients. Et puis aussi, ça demande des qualités qui sont différentes. Et pour être un avocat qui est complet et à part entière, et à nouveau être libre, il faut savoir conseiller, négocier, rédiger. Ces qualités-là sont plus ou moins importantes en fonction de la nature des difficultés et donc la nature de l'outil que vous devez utiliser. En amiable, la précision de la plume, elle est beaucoup plus essentielle qu'en procédure collective où là, vous y allez avec votre machette, vous allez à l'essentiel, parce qu'à nouveau, on est dans une situation d'urgence. Donc, on n'a pas à se poser des questions pendant 15 jours sur savoir comment je vais rédiger la clause. C'est pas ça le sujet. Hein. Le sujet, c'est vraiment comment je bouche les trous. Pour passer la période, pour éteindre le feu, et ensuite on verra quels sont les travaux qu'on fait au dernier étage. Mais d'abord on éteint le feu. Et donc pour être un avocat complet, il faut savoir faire de tout. Après, dans la vraie vie, il y a aussi des affinités. Bien sûr. Il y a des gens qui préfèrent l'urgence et éteindre le feu plutôt que de négocier une clause pendant 15 jours. Ça c'est une question évidemment de personnalité. Donc chez nous, les gens savent faire de tout. Et après, effectivement, ils ont une dominante plus forte en fonction de leur affinité. Et ça, on n'est jamais aussi bon que quand on aime ce qu'on fait. Donc on laisse les gens évidemment avoir cette dominante parce que ça correspond à ce qu'ils aiment, tout en les amenant aussi à faire de tout, à nouveau pour être des avocats complets. Très clair. Vous parlez tout à l'heure de l'amiable, donc ce qui intervient avant la cessation des paiements ou les difficultés urgentes que vous qualifiez d'extinction de l'incendie. J'aime beaucoup cette métaphore. En amiable, est-ce que le rôle d'avocat en termes de négociation est le rôle le plus important? Parce que vous parlez de la plume, mais quand vous disiez en fait tout dépend des gens qui sont aussi autour de la table, est-ce que l'avocat devient un pur négociateur à l'intérieur de ces procédures? Oui, on a un rôle qui est vraiment central. Enfin, à nouveau, et évidemment, je caricature, mais par rapport à une opération classique où les gens, à la fois les clients d'ailleurs, ils sont totalement dans leur zone de confort, où l'avocat est peut-être plus l'accessoire
de la mise en œuvre d'un accord commercial dans notre spécialité en amiable, en fait, vous avez quand même des docs de financement qui sont très sophistiqués, mais pas chez nous parce que les gens aussi ont confronté la doc par rapport à la vraie vie, mais vous avez quand même des standards qui viennent du LMA, et en fait, on s'aperçoit que quand on le met en œuvre, en réalité, c'est pas du tout. Il y a des clauses sur lesquelles qui sont totalement standards qu'on copie-colle, mais en fait, quand on les confronte à la réalité, on s'aperçoit qu'elles sont absolument clés. Et ça, comme ça peut devenir très technique, les clients ne le maîtrisent pas. Donc, on devient effectivement assez central pour expliquer ce que cette clause-là, que personne n'a jamais regardée, mais elle implique dans la négociation. Et effectivement, ça peut devenir tellement technique qu'on a besoin en fait de l'avocat pour justement négocier précisément dans ce contexte-là. Donc oui, on devient des négociateurs centraux dans la négociation, enfin dans les discussions justement. Ouais. Mais après, il faut toujours rester à sa place. C'est que le travers parfois, c'est qu'on va négocier, et rétrospectivement on peut aussi s'en apercevoir, on va négocier pendant des heures et des heures et des heures des clauses qui nous paraissent essentielles, et rétrospectivement en fait on s'aperçoit qu'elles ne seront jamais mises en œuvre et qu'elles n'avaient pas véritablement beaucoup de sens. Enfin, pour vous citer un exemple concret, j'ai le souvenir d'un dossier en particulier où on a négocié pendant à peu près 1 mois et demi une clause d'excess cash flow. 6 mois plus tard, on était en RJ. Donc, il faut, oui, on est centraux, mais il faut savoir aussi être pragmatique et que donc parfois le client nous remette en place ou remette en place les autres parties prenantes pour dire attention, là, c'est pas l'objectif, la clause d'excess cash flow, on s'en fiche, on a un sujet de liquidité, donc avant de savoir comment on va partager l'excédent de cash, on va déjà s'interroger sur comment on fait pour préserver le cash existant avant de le partager avec d'autres. Donc oui, on est central, mais il faut éviter le caractère diva parfois des avocats restructuring qui sont parfois tellement techniques qu'on perd l'objectif, on perd de vue l'objectif qui est vraiment de coller à l'entreprise et aux besoins essentiels de cette entreprise. Très clair. Moi, je vois j'ai le parallèle avec le monde du VC que vous connaissez nous un peu mieux, et notamment des avocats en VC qui parfois négocient pendant des heures et des heures des clauses sur des pactes qui sont communément admises par le marché et qui au final n'ont que peu d'intérêt, qui font capoter souvent des deals, et finalement on est à peu près sur la même chose, c'est-à-dire qu'on va négocier pendant des heures et des heures parce que la technique est importante, parce qu'il faut envisager la suite, mais en fait avant d'envisager la suite, il faut déjà se concentrer sur le prépondérant et l'immédiat avant de pouvoir voir ce qui va se passer par derrière. Non, mais c'est certain. Après, c'est vrai que quand on est avocat du débiteur, alors on ne décide pas de tout, parce que forcément c'est une négociation, donc il faut trouver un accord avec les parties prenantes, mais on sera forcément amené à être plus pragmatique du fait de l'urgence plus ou moins avérée, parce qu'à un moment, le principe de réalité va nous amener à nous dire, bon, laisse tomber, tant pis, on a perdu le point, mais tant pis. Parce que l'objectif c'est de signer vite, de stabiliser l'entreprise, et après on verra sur les fameuses clauses d'excess cash flow. Très clair. Et alors, est-ce que vous mettez en place des stratégies? Est-ce que la première chose que vous faites après avoir fait le diagnostic qui est très long et qui est extrêmement important pour partir sur le bon chemin, est-ce que derrière vous dites, voilà, sur les différents groupes de créanciers qui sont en présence, on va d'abord aller négocier avec A et B, on sait qu'avec eux on n'aura rien, mais on va les voir en premier pour X ou Y raison, et derrière on sait qu'on peut avoir E, et E est le plus important pour nous, mais on ne va pas le voir d'abord parce que derrière il a, je sais pas moi, un excès de zèle ou autre chose, et il faut déjà le calmer en faisant autre chose. Est-ce que vous avez toutes ces stratégies-là que vous mettez en place? C'est un exemple bidon. Ouais, non, mais c'est absolument essentiel. En fait, on va dire dans les phases de restructuring, vous avez d'abord une phase diagnostique qui est évidemment primordiale, et effectivement après vous allez avoir une phase stratégique qui est de dire avec qui j'ai besoin de discuter et qui a le levier pour me bloquer. Et ça, cette phase-là, elle prend effectivement du temps en analysant
la documentation, en analysant aussi la nature de vos créanciers, en analysant la faculté que ces créanciers changent de main, parce qu'on ne discute pas du tout de la même façon avec un hedge ou un credit fund qui a la capacité de monter au capital, ou avec une banque qui a moins tendance à, qui rarement veut quand même monter au capital. En tout cas, c'est pas du tout son objectif premier. Donc le fait de pouvoir se dire qui sont les gens incarnés autour de moi et quels sont leurs pouvoirs, quel est leur pouvoir juridique, c'est effectivement essentiel, parce qu'il est évident que parfois ça s'impose, mais souvent on va effectivement fixer un ordre de discussion pour savoir avec qui je commence à discuter, qui a le levier le plus important, et évidemment ceux qui n'ont pas de levier, qui ne peuvent pas bloquer, on ne va pas aller les voir, hein, parce que demander à quelqu'un quelque chose alors qu'on se dit qu'en réalité soit il n'a rien à nous apporter, soit son accord n'est pas nécessaire, on ne va pas aller le voir, hein, clairement. Très clair. Et est-ce qu'on pourrait envisager dans les pactes d'associés ou les pactes d'investissement qui sont opérés au moment où la société va bien, où la société se finance ou se refinance, mais in bonis, est-ce qu'on pourrait envisager en fait de prévoir ce restructuring potentiel et à venir ? C'est déjà le cas. Très clair. Notamment dans la documentation de financement. Alors ça va être fondamentalement changé avec la transposition de la directive, mais dans toutes les documentations d'accords intercréanciers était envisagé le cas de la procédure collective. Parce que, on va dire schématiquement, l'actionnaire il a aussi de la dette obligataire, donc il avait un droit de vote au sein des comités de créanciers et il n'était pas écarté ou exclu du fait de sa qualité d'actionnaire, donc parfois ça pouvait lui donner un levier qu'il n'a pas forcément en tant que pur actionnaire. Donc il y avait déjà dans ces accords intercréanciers la question de comment je traite le droit de vote de l'actionnaire au sein des comités de créanciers et quelles clauses je mets en place pour faire en sorte que les seuls véritables décisionnaires ce soient les créanciers à proprement parler et pas les créanciers au sens juridique du terme, en ce compris les actionnaires. Très clair. Aujourd'hui, les choses vont être, il y a effectivement des réflexions qui sont entamées sur comment on va intégrer la directive dans le cadre de la documentation de crédit, parce qu'avant vous aviez schématiquement les obligataires d'un côté, dont l'actionnaire, et les banques de l'autre. Donc c'était en fonction de la nature de la créance. Aujourd'hui, ça va être en fonction des droits attachés à la créance et en fonction de la qualité de la personne qui porte cette créance. Donc vous pourrez avoir au choix de l'administrateur judiciaire et de la société un nombre, autant que vous voulez, de comités qui reflètent les droits économiques et juridiques en fonction des personnes. Et aussi et surtout, le fait que jusqu'à présent quand même, et ça faisait hurler un certain nombre de créanciers parce que le droit des actionnaires en France était très fort, du fait de la transposition de la directive, l'actionnaire va être dans la fameuse waterfall, va être subordonné par rapport au créancier. Il y a des nuances dans tout ça. Je suis évidemment schématique pour simplifier les choses, mais toute cette problématique de comment je fais pour quelque part redonner le pouvoir aux vrais créanciers économiques vont se poser dans une moindre mesure du fait d'un levier qui va être moins important au bénéfice de l'actionnaire dans le cadre des restructurings futures. Très clair. On va passer un petit peu maintenant sur votre portefeuille et sur votre activité. On parlait tout à l'heure du positionnement du cabinet. Moi, j'aimerais bien connaître votre positionnement personnel, ou plutôt celui de votre département que vous co-dirigez avec Jean-Dominique, si je n'ai pas écorché son nom, j'espère. Aujourd'hui, quelles sont vos cibles ? Qu'est-ce que vous faites ? Bon, alors ce que vous faites du restructuring bien sûr, mais pour quel secteur d'activité, avec quels enjeux, etc. Racontez-nous. Alors, secteur d'activité, on n'est pas spécialisé dans un secteur d'activité. Il faut effectivement comprendre les problématiques spécifiques à ce secteur, et donc ça suppose beaucoup d'échanges avec le client.
Mais en revanche, je ne pense pas que ça nécessite une spécialité particulière. En revanche, en fonction de les clients que l'on cible, on a une dominante débiteur, très clairement, quel que soit le secteur d'activité, et on a aussi une dominante investisseur. C'est-à-dire que, et ça c'est quelque chose sur lequel on se développe de plus en plus, c'est soit l'investisseur qui a initialement une casquette de créancier et qui va monter au capital, soit c'est l'investisseur qui va racheter une entreprise en difficulté, qui peut avoir une casquette de créancier ou une casquette d'investisseur, soit de retournement ou pas forcément d'ailleurs de retournement. Donc en fait c'est lié aussi à notre histoire, à notre ADN. On a plein de départements évidemment très forts, mais on a une dominante private equity, M&A, restructuring très forte. On travaille énormément ensemble. Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir un dossier sur mes 2 dernières années chez Weil où j'ai pas travaillé main dans la main avec un associé private equity ou M&A. Donc notre ADN, c'est de travailler avec des gens qui, d'une manière ou d'une autre, soit sont déjà en contrôle, soit vont l'être. Voilà. Très clair. Voilà, c'est ce qu'on est. Donc que ce soit un grand corporate, soit c'est des fonds de private equity, soit c'est des fonds de retournement. Mais est-ce que vous ne pensez pas justement que ce lockstep, ou en tout cas que cette capacité de production, elle favorise justement ce travail en équipe et ce cross-selling, ou en tout cas l'intervention de plusieurs départements sur un même dossier? Ça c'est certain. On n'est pas du tout là à savoir qui a ouvert le dossier, qui est le billing partner. Pour nous, ça n'a pas d'incidence. Ce qui compte, à nouveau, c'est les spotlights, ils sont sur la production. Donc on est vraiment sur ce travail d'équipe. Et il n'y a pas un dossier, pour vous donner un exemple. Un exemple là qui est en cours, je ne citerai pas évidemment le dossier, mais on a des problématiques. Quand vous passez en procédure collective, le tribunal peut vous empêcher en fait de vendre vos actifs. C'est normal, il protège votre patrimoine pour protéger derrière ça, protéger les créanciers. Donc il va ordonner ce qu'on appelle une inaliénabilité. Okay, donc pour nous, en avocat restructuring, elle est hyper logique, parce qu'elle à nouveau elle est dans un objectif de protection du patrimoine de l'entreprise, mais pour un avocat M&A, il y a plein d'opérations de marché, notamment quand par exemple il y a de l'autocontrôle, où on va pouvoir céder des DPS, des droits préférentiels de souscription, on va devoir céder des actions, on va devoir, pour lever de la dette, on va devoir constituer des sûretés, ça c'est plus l'aspect financement. Si vous n'avez pas des gens si vous avez des gens qui sont totalement cloisonnés dans leur truc, ils vont chacun penser à leur spécialité. Moi, à mon inaliénabilité, mon associé M&A, il va penser à la cession de ses DPS, et en fait, nos compétences respectives ne vont pas se rencontrer. Et donc, le fait de travailler en équipe va faire que l'un et l'autre, on va se comprendre. Ou les uns les autres, on va se comprendre, et on aura des réflexes que d'autres n'auront pas si les départements ne travaillent pas ensemble. Très clair. Et là, par pure curiosité, le juge commissaire, est-ce qu'il a le droit de lever l'inaliénabilité de certains actes? Il faut un gros training là. J'ai toujours galéré. Oui, bien sûr. Okay. Il n'y a pas de... c'est un péage. Okay. C'est un péage, je regarde, moi, tribunal, je regarde ce que tu fais. Est-ce que tu as besoin de le faire? Est-ce que c'est dans l'intérêt de l'entreprise? Si oui, les tribunaux sont évidemment pragmatiques, mais c'est un péage. Il faut être contrôlé parce que certes, on est un droit ça va évoluer, mais qui est quand même très centré sur le débiteur. Mais quand même, on protège un minimum les créanciers, c'est bien normal parce que c'est eux qui demain vont financer de l'activité. Donc on cherche à les protéger, donc contrôler pour des décisions majeures, s'assurer que ce n'est pas au détriment des créanciers. Tout à l'heure, vous avez utilisé une expression, c'est chercher son beefsteak quand vous étiez chez VDGS. Aujourd'hui, comment vous cherchez votre beefsteak chez Weil?
Alors, c'est pas évident dans le sens où, surtout alors moins quand on est du côté investisseur, parce qu'on amène un message positif d'acquisition, de build-up, de développement, donc évidemment c'est un message positif. Quand on est du côté débiteur, c'est pas évident, parce que déjà, il faut identifier la situation. Parfois, il faut l'avoir identifiée des mois, voire des années avant. Donc, il faut avoir de l'information. Or, cette information-là, elle est forcément très sensible, donc elle est gardée la plus confidentielle possible pour des raisons évidentes. Et deux, il faut savoir faire preuve de doigté, parce que prendre son téléphone pour dire « Bonjour, je sais que vous rencontrez des difficultés, je suis la personne adaptée à vos difficultés », c'est compliqué. Donc il faut avoir l'info et bien l'utiliser. Donc c'est ça, chercher son beefsteak, c'est bien se renseigner et une fois qu'on a l'information, bien l'utiliser avec doigté pour pouvoir s'introduire dans les meilleures conditions possibles et être admis dans le cercle qui a connaissance des difficultés. Et parfois même, vous avez des entreprises, c'est pas facile cette période-là, elle est source de questionnement. Est-ce que j'aurais dû, est-ce que j'aurais pu, moi dirigeant. Donc parfois, vous avez une sorte de déni qui est assez pas illogique. Et donc pouvoir dire t'es dans le déni. Moi je sais que, alors qu'on n'est qu'avocat, qu'il faut savoir rester à sa place. Ça demande effectivement du doigté, de chercher ce fameux beefsteak. Oui, parce qu'il y a surtout de la dissonance cognitive du chef d'entreprise qui derrière ne sait pas forcément comment faire, et c'est quand même un aveu de faiblesse assez important. Vous travaillez quand même pour des grandes entreprises internationales avec des procédures collectives qui sont transfrontalières. Derrière, nécessairement, ça doit être extrêmement complexe pour le chef d'entreprise de pouvoir, assumer ses difficultés, et deux, se faire aider et accompagner pour ce genre de choses. Ouais, non, c'est effectivement délicat. Alors, c'est pris comme de la faiblesse, mais ça n'en est pas une. C'est le message qu'on essaye d'envoyer, c'est de dire au contraire. De toute façon, la faiblesse, le risque, la difficulté, elle est là. Donc la faiblesse, c'est de se dire que demain sera meilleur, sera un jour meilleur. Et la force, au contraire, c'est de dire le risque, il est là, la difficulté, elle est là, traitons-la. C'est comme ça qu'on essaye d'aborder les choses. Mais c'est pas évident, effectivement, de bien l'amener. Très clair. Et du coup, est-ce que, alors je me pose une question, elle me vient comme ça, est-ce que chez Weil, il ne serait pas intéressant d'avoir des économistes qui seraient en présence pour faire des études macro et peut-être même micro d'un secteur ou d'entreprise en particulier, pour justement anticiper les difficultés et dire, voilà, sur le secteur, je ne sais pas moi, de l'automobile thermique, d'ici 10 ans, on a beaucoup de chances d'avoir énormément d'entreprises si elles ne font pas la passerelle vers l'électrique, l'hydrogène ou peu importe que sais-je. C'est un exemple pourri que je vous donne une fois de plus. On sait qu'il va y avoir des difficultés là. Il faut que vous soyez présents et il faut que vous y alliez d'ici 5 ans, commencer à les approcher pour opérer cette transition. Est-ce que ça existe ou est-ce que ça devrait exister selon vous? Est-ce que ça existe, non? Est-ce que ça devrait exister? Ce serait probablement très utile. Après, c'est un investissement. Bien sûr. Est-ce qu'on juge utile de faire cet investissement? Pas forcément. Non, parce que vous ne l'avez pas fait. Pas forcément, parce qu'on a... Oui, enfin, c'est pas parce qu'on fait des choses que parfois on a forcément raison de ne pas l'avoir fait, mais disons que c'est moins scientifique que ce que vous suggérez. Il y a du jugement de notre part. Aussi, il faut savoir, c'est aussi pour ça que le fait d'être pas que un technicien pur droit, mais de comprendre macroéconomiquement ce qui se passe, de comprendre les secteurs dans lesquels il peut y avoir effectivement des zones d'activité. Pour nous, c'est aussi lié aux échanges qu'on peut avoir avec des sachants dans ce domaine-là, le fait de pouvoir se renseigner. Est-ce que l'investissement
il est indispensable. Non, parce que ça marche bien et parce qu'on le fait de manière certes moins scientifique, mais on le fait par ailleurs. D'accord, mais donc du coup, pas d'équipe dédiée qui vont travailler sur ce secteur d'activité. Non. Ok, très clair. Anne-Sophie, aujourd'hui, vous êtes avocate associée en charge du département, plutôt en co-charge du département restructuring chez Weil. C'est quoi votre prochain enjeu? C'est quoi votre prochaine volonté, la prochaine évolution? Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, c'est la pire question au monde. Non. Qu'est-ce que vous serez dans 10 ans? Président de la République. Non. Ministre de la Justice. C'est ça. Je pense que il y a. Moi, j'ai 2 objectifs. Objectif numéro 1, c'est de développer plus la clientèle investisseur, Okay. parce qu'on est très débiteur et c'est à nouveau notre ADN, donc il est hors de question de le renier, mais développer l'aspect investisseur, je pense que ce serait une bonne chose. 2, je pense que, alors j'ai pas 60 ans non plus, mais néanmoins, une fois qu'on a atteint ses objectifs, et encore atteindre ses objectifs, on a toujours une marge de progression et de développement. Donc est-ce que je les ai atteints aujourd'hui? Non, pas totalement. Quand on les atteint, on en fixe de toute façon. Mais c'est ça, on en a d'autres. Mais je pense qu'on a aussi un objectif de transmission. Et au stade où j'en suis, je vois bien que on n'est jamais seul dans un dossier, pour avoir le dossier, pour traiter le dossier. Au contraire, on a besoin des équipes. Les équipes, elles ont besoin de sens, elles ont besoin de sentir qu'elles peuvent progresser, soit au sein de ce cabinet, soit ailleurs, mais qu'on leur donne les outils pour être libre, qui est à nouveau l'objectif ultime, en tout cas le mien. Et je pense que ça, plus je vieillis, et plus je réalise que c'est essentiel de pouvoir transmettre, de pouvoir laisser du champ aux plus jeunes pour qu'ils se développent. Après, on peut se dire oui, mais s'ils se développent, ils vont piquer mes clients, ils peuvent partir. Réflexion de perdant, ça. J'aurais pas de qualificatif gagnant, perdant, tout ça, mais je sais pas si c'est perdant ou gagnant, mais en tout cas, c'est pour que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes, il faut qu'ils soient, c'est très bête, hein, mais il faut qu'ils soient heureux. Et pour qu'ils soient heureux, il faut qu'ils voient des perspectives d'évolution, ici ou ailleurs, c'est pas tellement le sujet, mais qu'ils aient l'impression de grandir, d'avoir la capacité de développer la clientèle existante ou une nouvelle clientèle. Et donc quand on vieillit, on devient moins égoïste parce qu'on se rend compte que c'est en favorisant ce travail d'équipe que les gens vont le mieux se développer. Donc on a un intérêt immédiat, et puis aussi parce que quand on vieillit, on a envie de partager. Parce que on sait qu'on n'est pas éternel, parce que dans ces différents stades de la vie, il y a des choses qu'on adorait faire quand on avait 2 ans d'expérience, il y a des choses qui nous gonflent fondamentalement quand on en a 10, 15, 20, et qu'il faut donner du champ aux gens pour que eux-mêmes progressent et qu'eux-mêmes apportent aux plus jeunes et ne soient pas à protéger à tout prix leur gamelle. Et c'est un gros enjeu des avocats où on n'a jamais appris le management, le travail en équipe, où c'est vrai que quand le client vient nous voir, il vient nous voir nous. Donc faire admettre entre guillemets d'autres personnes, c'est pas toujours évident, mais c'est une absolue nécessité. Et pour ces équipes, pour qu'elles grandissent, et pour soi, pour prendre du champ et pour aller chercher le fameux beefsteak dont on parlait tout à l'heure. Anne-Sophie Nourry, je vous ai pris 1 heure de votre temps. Je vous remercie
pour avoir accepté cette interview et je vous remercie de la qualité de ce que vous avez pu délivrer à nos auditeurs. Je vous en prie. Merci. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.